il est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu royal? Tu serais pas de sang royal? Chef, non, chef. Je suis Arthur, roi des Bretons. Je veux voir ma Normandie. C'est moi le roi, le roi, le roi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode très spécial de Passion Médiéviste. Il est déjà parce que j'ai face à moi un public très chaud. Et oui, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous accueillir dans un épisode spécial du format déjà aussi spécial Superjoute Royale. Superjoute Royale, c'est le format où dans sa forme classique, dans la première saison OG, on va dire, on a classé les rois de France siècle par siècle, du 5e au 15e siècle, du plus utile au plus boulet d'entre eux, en leur mettant ou en leur enlevant des points en fonction de leurs bonnes ou mauvaises actions, le tout avec une grosse mauvaise foi, mais avec des vrais arguments historiques. Et en parallèle de cette série, il existe désormais plusieurs épisodes dérivés de ce format, sur des thématiques précises, toujours avec pour but de vous faire apprendre plus de choses sur le Moyen-Âge, avec humour bien sûr. Et aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode. J'aimerais couper la musique, est-ce que je sais plus comment on fait. Hop, allez hop. Et aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode dans le cadre de l'édition 2024 du festival Podren à Rennes, le nom était simple, et nous allons inaugurer une nouvelle façon de classer des personnages historiques, car vous allez voir et entendre s'affronter la Bretagne et la Normandie aujourd'hui. Mais oui, je vous rassure, même si vous n'y connaissez rien en histoire médiévale, vous allez quand même pouvoir suivre, car on va vous proposer une traversée du Moyen-Âge en France. Oui, pardon. En Bretagne et en Normandie, à travers l'histoire de certaines personnes. Et donc, je ne vais pas faire cette traversée seule, oh non. Car comme d'habitude, j'ai recruté les meilleurs jouteurs et jouteuses de France et de Navarre. À mes côtés, j'ai donc Albert Leparc. Bonjour Albert. Bonjour. Albert, attention, tu es bibliothécaire au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et j'ai arrêté de compter les épisodes de Passion Médiéviste que tu as déjà fait. Parce qu'à chaque fois, je suis un sociétaire maintenant. Quasiment. J'ai aussi avec moi, pour représenter la Bretagne, attention, Audrey Morvan. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, tu es doctorante sur les filigranes en Bretagne à l'université de Brest. Oui. Et parce qu'il en fallait un, bien sûr, j'ai trouvé un représentant des Normands avec moi, Hugo Fresnel. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo, tu es doctorant sur la violence dans les mondes médiévaux à l'université de Caen et professeur à l'université d'Amiens. Et attention mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons un enjeu, car le personnage qui, à la fin, aura le plus de points, qu'il soit breton ou normand, va pouvoir remporter... C'est un haut lieu du patrimoine français, le Mont Saint-Michel. Les Bretons, alerte. Et attention, vous allez pouvoir influencer ce vote. Alors je vous explique et suivez-moi. On va traiter l'un après l'autre 8 personnages. 4 Bretons, 4 Normands, raconter un peu leur vie, on va leur donner ou leur enlever des points. On arrivera pour chacun à un score. Et après chaque personnage, cher public, vous allez pouvoir voter. Et alors, si j'avais été vraiment organisée, j'aurais prévu des cartons de couleur et tout, mais vous allez voter à main levée. Attention. Et comment on va voter ? En fonction de votre avis sur les personnages après nos débats, pour chaque personnage, vous aurez le choix entre 4 possibilités. Soit enlever 20 points au score total, soit enlever 10 points au score total, soit ajouter 10 points au score total, soit ajouter 20 points. C'est un peu comme l'Eurovision en fait. Il y a les points du jury et les points du public. Donc, on va vérifier que vous avez compris. Par exemple, imaginons, on parlait de Jeanne d'Arc, il n'y a pas Jeanne d'Arc aujourd'hui. On parlait de Jeanne d'Arc, on arrive à 50 points. Imaginons que qui veut enlever 20 points à Jeanne d'Arc, lève la main tout de suite. Ok. Qui veut enlever 10 points ? Qui veut ajouter 10 points ? Qui veut ajouter 20 points ? Eh ben, on voit que, si j'avais bien compté, il y aurait eu la majorité qui l'aurait emporté. Donc, il faudra être rapide pour vous décider et ne voter qu'une fois par personnage, bande de malandrins. Sinon, on va pas s'en sortir. Et donc, c'est la fin de cette explication qui est déjà beaucoup trop longue. Place à la joute. Mais,
Petite surprise. Pour introduire très rapidement chaque personnage avec son jingle, le ding-ding d'habituel, j'ai demandé son avis au plus normand des jouteurs de Super Joute Royale, Guillaume Bureau, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, donc lui il est docteur aussi en histoire médiévale. Et vous allez voir les Bretons, il a des choses à vous dire à chaque fois. Alors c'est parti, on commence avec la première. La Normandie vous parle. Bon alors, Sainte Opportune, clairement, c'est typiquement la femme normande forte. La femme normande qui est issue d'une bonne famille, qui en plus a des vertus thaumaturges. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Franchement, une femme pieuse et très sérieuse, donc franchement, voilà, une vraie normande quoi. Donc voilà, notre premier personnage, Sainte Importune, une sainte donc du 8e siècle, qui a fait des miracles de son vivant et même après sa mort. Elle est surnommée la thaumaturge de Normandie. Donc thaumaturge, c'est ceux qui font des miracles, qui soignent, c'est ça? C'est au thaumaturge, ça, on soigne? Exactement. Alors ça peut être plusieurs types de soins. Pour Sainte Opportune, en l'occurrence, c'est plutôt les maux de tête, la fièvre, voilà. C'est pratique. Il avait fêté le 22 avril, donc plutôt bientôt, au moment où on enregistre cet épisode. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire à Sainte Opportune pour lui ajouter ou lui enlever des points? Je t'en prie, vas-y, commence. Elle pique quand même la place de sa tante, en fait. C'est-à-dire, raconte-moi. Parce qu'en fait, elle devient donc abbesse dans un monastère perdu dans Normandie. Et donc, en fait, c'est sa tante qui le dirige et, en fait, elle lui pique sa place, quoi. En fait, quand elle veut s'élever. Qui n'a pas pris la place de sa tante? Je veux dire, je sais pas, mais ça. En tout cas, on est un peu civilisé en Bretagne, on fait pas ce genre de choses, quoi. Allez, ça commence. Et puis, si je puis me permettre. Dans le micro. Oui. Alors attention, vas-y, continue. On vous entendra pas, le public. Vous pouvez voter au moment du vote. Vas-y, raconte-moi. Si je puis me permettre, l'abbaye est pas complètement paumée. C'est juste à côté d'un grand évêché normand, l'évêché de C. Alors bon, maintenant c'est une toute petite ville, mais à l'époque c'était un petit peu plus gros. C'est un peu comme si c'était Vannes, voilà, à peu près, hein, en gros. Donc elle est de cette région et elle se dit, si ma tante l'a fait, pourquoi pas moi? Donc c'est déjà preuve d'ambition. Premier point. On peut même lui mettre 30 points directs. 30 Ah ouais. Oh là là. Moi, je veux bien mettre 5 points pour ambition pour commencer. Ok, elle a voulu 10. faire un truc de sa vie, c'est déjà pas mal. Il y en a qui essayent. Ok, donc 5 points pour ambition. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur elle? Elle soigne. Et je regarde un peu la liste des miracles. Disons, ça s'allonge en plus. Vas-y, raconte-nous. De siècle en siècle, on a... Alors, attends, je lis. Soins d'animaux. On a... l'âne opportune, qui est... alors ça c'est pas exactement une histoire de soins, mais c'est probablement Elle a fait la quoi meilleure avec un anecdote. âne? Alors l'histoire est finalement assez connue, c'est que son âne est volé par le seigneur de Montgomery, qui ne veut pas que la sainte l'utilise pour ramasser du bois, c'est nul. Miskina, la pauvre. Alors elle le menace, elle dit que ses champs deviendront salés si jamais elle s'oppose à nouveau à elle, et si elle ne lui rend pas son âne. Évidemment, quelques jours plus tard, Montgomery constate que ces champs sont complètement infertiles et ont effectivement été salés. Alors, je ne sais pas si c'est exactement un miracle. T'imagines si en pleine nuit, seul. elle est allée saler tous les... Écoute, en Normandie, on sait se défendre aussi. Hein. À un moment, il n'y a pas de... Voilà. Tu préfères quoi? Tu préfères qu'elle retrouve la tête de son âne dans son lit? C'est ça? Non mais Albert, bon, on le verra, mais toi... T'es plutôt pour les Bretons ou pour les Normands? Je suis au milieu, malheureusement. Par mon père, je suis normand et breton. Oh mon Dieu. Ok, on va voir ce soir. Bon, alors on va dire qu'elle fait des miracles. Ouais, je vais bien mettre plus 10 pour ça, pour les miracles. Oui, moi je dis 10 pour les miracles. Ok, 10 pour les miracles. Ouais. Donc on est à 15, vous avez quoi d'autre à dire sur elle? Elle ressuscite une noix aussi. Pardon? Waouh. Par contre, elle a le même effet qu'un Doliprane en fait. Hein. Le domestique de l'abbaye mange l'oie, il n'a pas le droit. Ce n'est qu'un domestique, encore au 8e siècle. Sainte Opportune arrive, elle ressuscite l'oie pour que les moniales puissent la manger. Et quand on y pense... Donc elle tue une noix pour qu'on la tue... Enfin, elle ressuscite une noix pour qu'on la tue ensuite? Oui, et quand on y pense, c'est pas bête. Ça veut dire qu'à partir d'une noix, si on la ressuscite en permanence, on a à manger tout le temps. Elle a résolu la faim dans le monde, cette dame. Waouh, ok. Plus 20. J'allais dire plus 5 pour loi ressuscitée. Bon, on peut finir là-dessus sur elle. On est à 20 points, c'est déjà pas mal. Ok, alors public, vous allez voter. Donc, est-ce que j'ai des assistants qui pourront m'aider à compter en même temps que moi aussi? Alors, si vous êtes pour enlever 20 points et mettre notre pauvre Sainte Importune à 0, levez la main. Ok, on a les méchants au fond. On est pour enlever moins 10.
Pour enlever 10 points? Ouais, quelques-uns. Pour ajouter plus 10? Ok, comptez-vous là. Et pour ajouter plus 20? Ok, on était déjà sur plus 10. Donc le public ajoute plus 10. Vous ajoutez plus 10 à une Normande. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah, il y avait plus de Bretons qui voulaient enlever des points quand même. Hein. J'ai bien regardé. Bon. Allez, deuxième personnage. Brutus de Bretagne. Alors, bon, déjà, mettons les choses au clair. Ce type, il vient de l'esprit tordu de Geoffroy de Monmouth, ou de Monmouth, en anglais. Bon, déjà, on peut absolument pas donner un quelconque crédit à un auteur anglais. Et en plus, Brutus, on sent déjà que les mecs, ils étaient pas bien finaux. Ça sent clairement l'influence gréco-latine derrière tout ça. Apparemment, on le surnomme aussi Brutus de Troie, comme la ville de Troie qui s'est fait poutrer. Franchement, les Bretons, ils n'ont pas tellement de mérite à se réclamer de ce genre de pégula, quoi, clairement. Brutus, non mais je te jure, qu'il aille gentiment se mettre la tête dans un Queen Yaman et puis il en a. Alors, Brutus, on l'a vu, effectivement, c'est un personnage qui est un petit peu compliqué parce que, si j'ai bien compris, c'est le roi légendaire breton, le premier. Oui. Alors, vas-y, raconte-nous, Audrey. En fait, c'est l'arrière-petit-fils de Énée qui a fait la bataille de Troie. Ah, donc, la guerre de Troie, vraiment, le truc, les cantiques, là. Exactement. Et du coup, en fait, Brutus, sa particularité, c'est qu'il a été maudit dès sa naissance. En gros, sa mère est morte en couche, en le mettant au monde. Et lors, en fait, d'une chasse avec son père et ses amis, en fait, il tue son père par inadvertance. Wow. Qui n'a pas fait ça? Et donc, en fait, ouais, qui n'a pas fait ça? Mais en gros, ce qui fait sa particularité, c'est que personne croyait en lui. Il a dû fuir, en fait, l'Italie. Puis, il a été expulsé un peu partout. Et en fait, il va devenir d'abord le breton de la Bretagne insulaire, puis continentale. Et en fait, son domaine va aller de Dumbarton à Guérande. Donc, c'est l'un de nos fondateurs. Et il n'est pas attribué qu'à Geoffroy de Montmachin, qui est normand, je crois. Quoi? Attends, on parle d'un roi breton légendaire. En fait, il a été écrit par un Normand. Ouais, mais twist. Bah oui. Mais en gros, il a été d'abord, on le retrouve d'abord dans l'Historia Britannicum. On cite les sources dans Passion médiéviste. On n'est pas du Wikipédia. À Nébus, en fait, à partir du 9e siècle de notre ère. Donc et ce texte est considéré comme un texte breton de base. Ah. Voilà. Pas d'un anglais ni d'autre chose. Voilà. Tu n'es pas content, Hugo. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc plus 10 points, pardon. Hein. Non, plus 10 points. Attends, moi, il me faut un critère. Pourquoi plus 10 points? Parce que personne croyait en lui, que c'est un breton et qu'il a créé notre c'est les points Bayrou, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, c'est le fondateur. Moi, de la j'avoue Bretagne. que j'aurais effectivement mis 20 points pour fondation de la Bretagne, fondation d'une langue aussi, parce qu'apparemment, en tout cas d'après le texte, il aurait carrément inventé la langue bretonne lui tout seul. Mais j'aurais enlevé 10 points parce que bon, le coup de tuer son père au cours d'une chasse, enfin je sais pas, c'est... Ça c'est ballot, enfin je veux dire c'est l'accident bête. Un accident de vélo, ça arrive effectivement, mais de là... Ok, je vais bien mettre plus 20 pour Fondation Bretagne, texte breton, bref, mec ambitieux, ok. Mais Hugo, qu'est-ce que tu vas nous dire maintenant? Bah, en fait, c'est comme pour Sainte-Opportune. Tout est une légende, et en Normandie, on adore les légendes, et donc on les met par écrit. Nennius, c'est pas du tout un breton, c'est un gallois. Et Geoffroy de Monmouth, il est originaire de Normandie, enfin sa famille est originaire de Normandie, mais il vit au Pays de Galles. Et il trouve que les histoires galloises, elles sont super, elles sont très marrantes, voilà. Et il va écrire un gros bouquin qui va devenir un best-seller. Ça va être recopié plein de fois, au Moyen-Âge, tout le monde adore ça. Et dans son best-seller, il va parler de Brutus. Donc Brutus, c'est une légende dont il forge quasiment toutes les étapes, tout seul, comme un grand, dans son petit monastère anglo-normand à la frontière galloise, et il n'y a aucun breton là-dedans. On est sur la légende, donc c'est un petit peu compliqué, et ça n'a rien à voir du coup avec Arthur et compagnie, non? Alors, un petit peu, oui. Ah ouais, parce que quand même il invente la forêt de Brocéliande et tout ce... Quoi? Non. Ah non, pas lui. Le suivant. Ah oui, pardon, oui, c'est son continuateur, excuse-moi. Parce que Monmouth, il écrit en latin, donc pour les élites, enfin pour certaines élites. Et il a, il y en a un qui a lu son bouquin et il trouve que c'est génial. Ce mec, il s'appelle Vasse.
Et il vient de Jersey, île anglo-normande, hein, je me permets de le rappeler. Et ce gars, Vass, il va traduire en fait l'œuvre de Monmouth en anglo-normand. Hein, je me permets de le rappeler. Et Vass, en fait, va inventer un certain nombre d'anecdotes. De nouveau, la figure d'Arthur, ça vient de légendes galloises. Et Vass va en faire vraiment tout un portrait assez long. Et c'est Vass qui mentionne la première fois certains éléments, comme la forêt de Brocéliande, qui est donc mentionné pour la première fois, et je suis désolé, dans un texte du milieu du XIIe siècle, écrit en normand. Oh bon, ça va, on a compris. Donc là, Brutus, vous avez rien à me dire de plus pour lui enlever, ajouter des points? Bah, on peut mettre moins 10 là pour l'imposture. Ça vous va? Non. Non. J'aurais pas enlevé pour l'imposture. J'aurais enlevé effectivement parce que bon, c'était un petit peu facile visiblement de s'installer. Il y avait pas grand-chose à faire finalement. Brutus est arrivé. T'as essayé de fonder la Bretagne, toi? C'est compliqué quand même. Le mec, il y avait des géants et tout. Quoi? Il y avait des géants? Ouais. Ah oui, c'est vrai, il a affronté des géants. Bah, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il y avait des géants en Bretagne? Ouais. Oui. Mais où sont-ils aujourd'hui? Bah, ils ont tous disparu parce qu'il les a tous tués. Levez-vous pour voir. Vraiment, plus 10 points pour avoir enlevé les géants, moi ça me Bah va. oui, parce que c'était quand même. Moi, je mettrais plus 10, encore 20 points parce qu'il est devenu Oh. organisateur, libérateur. Il a fondé la Bretagne, donc non, moi je considère. Provocateur. Donc là, Voilà. donc là, on est en train de mettre plus 20 pour quelqu'un qui a exterminé une population autochtone. Ouais, Alors, on en reparlera tout à l'heure. ça applaudit du côté des Normands, hein, ça applaudit. Bon, moi je suis d'accord, là on arrive à 30 points pour Brutus, est-ce que ça vous va? Bon, Allez. sur 30 points, allez. Oui. Ok, alors là dans la salle vous avez compris. Est-ce que vous êtes pour enlever 20 points à Brutus de Bretagne? Oula! Vous n'êtes pas trompé de place? Qui est pour enlever 10 points? Ah. Ok. Qui est pour ajouter 10 points? Ah. Les Bretons, c'est censé être votre personnage, vous devez voter pour, hein. Je sais pas, vous avez pas compris le jeu, hein. Ouais, non. Qui est pour ajouter 20 points? Ah ouais. Non, c'est enlever 20 points qui a été majoritaire, hein. Donc, bah, Brutus finit à seulement 10 points. Pour l'instant, on a un personnage normand en tête. Les Bretons, je sais pas, vous l'aimez pas trop votre Mont-Saint-Michel, hein, c'est ça? Alors, attention, c'est parti. Ah bah voilà. Le conquérant, Guillaume le Bâtard, le duc de Normandie et le roi d'Angleterre. Ce type-là, c'est une pépite. Il échappe pendant des années à des assassinats, même qu'une fois, il se barre caché dans un drap de la surveillance de ceux qui veulent le tuer. Le mec, il a 14 ans, il fait face à une armée de ouf, et il arrive à rallier suffisamment de monde pour les démonter. Guillaume, le conquérant, rien que ça. Les mecs, arrêtez. Je veux dire, les Bretons, vous avez perdu de base. Le mec, il est bâtard. Il devient duc de Normandie. Il conquiert toute l'Angleterre. Mais personne n'arrive à sa cheville. C'est bon, le débat, il est clos. Donc là, on est sur notre premier gros personnage de cet épisode. Là, avant, on avait du légendaire, on avait du haut Moyen-Âge. Ok. Là, on a, même si c'est encore un peu haut Moyen-Âge, Guillaume le Conquérant. Donc là, bah quoi, un petit peu quand même, non? Oui, bon, encore appréciation. Donc on a dit Guillaume le Conquérant, on est au XIe siècle, et donc il va aller. Quoi? Oui, c'est bon, j'ai raison. Et donc, Guillaume le Conquérant, est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi est-ce qu'il est connu? Alors, je regarde les fiches là d'Audrey. Dans les plus, dans pourquoi il est connu? Rien. Alors, Audrey, je sais qu'on est de mauvaise foi, mais quand même. Donc, il a réussi à conquérir l'Angleterre en 1066. Et c'est le dernier à avoir réussi. Rien que pour ça, ça vaut 30 points. Il n'y a pas de... Voilà. Exact. Il n'y a pas de discussion possible. J'avoue que la conquête de l'Angleterre, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, moi, plus 20 points, ça me va. Plus 20 points. C'est un minimum. Plus 20 points pour la conquête de la... Comme on a donné 20 poins à Brutus pour fonder la Bretagne, là, à Guillaume le Conquérant, ouais, plus 20 points pour la conquête de l'Angleterre, ça me paraît juste. Ok, mais est-ce qu'il arrive à bien... Il l'a conquise, mais est-ce qu'il l'a gardée? Parce qu'on les a vus, les mecs qui conquièrent des trucs et qui, au bout de 20 ans, oh, ça tient pas. Non, Il là, l'a pas gardé. Hein? Il l'a pas gardé. Comment ça, il l'a pas gardé? Mais non. Attends, Hugo n'est pas d'accord. Alors si, il la garde. Il la donne même à ses fils. 2 de ses fils deviendront rois d'Angleterre et ça continue encore
petit à petit avec des mariages, etc. Et le roi d'Angleterre maintenant est encore duc de Normandie pour les îles anglo-normandes, et ça vient de 1066. Donc si, il a fondé voilà. Après, c'est son arrière-petit-fils a eu un petit peu plus de mal, mais voilà, c'est les choses qui arrivent. Et c'est pas sa faute. C'est pas Guillaume, hein, il peut pas, on n'est pas responsable pour ses enfants. Ok, bah Mathilda, on va être plus 25, parce que ok, c'est important, même les 5 points comme ça, c'est très important. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur lui? Parce que ça, on connaît, mais qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Des choses moins glorieuses, effectivement. Bah oui, voilà. Moi, j'ai plein de choses à dire, puisque tout à l'heure, soi-disant, le peuple breton est un peuple qui a massacré des peuples autochtones. Comme je rappelle, il a quand même conquéri l'Angleterre, et il l'a fait comment? En disant bonjour, j'arrive. Non, en fait, il a fait un carnage en 1666 lors de la bataille de Hastings, au point qu'il doit en faire pénitence. Il a déclenché une famine en ravageant le nord de l'Angleterre, les Normands incendiant toutes les villes et tous les villages qui avaient manifesté une quelconque opposition. Donc clairement, c'est un parvenu qui a tendance à la maniaquerie, à la violence et au mensonge pour arriver au pouvoir. Voilà. En même temps, t'as vu comme ils étaient tenaces. Enfin, il fallait une main de velours, non, plutôt une main de fer dans un gant de fer. Voilà. Et je tiens pour finir, juste ça aussi, sa grande enquête administrative que les gens adorent. Là. Mais elle est trop bien, le Domesday Book. Oui, le Domesday Book, voilà, qui se traduit littéralement par le livre du jugement dernier. En fait, il contrôlait son peuple. En fait, il voulait savoir c'était qui le pécor du coin qui avait les chèvres pour le tuer s'il n'était pas content. Oui, mais attends, moi, tu sais qu'un de mes kinks dans la vie, c'est l'histoire administrative et économique. Et c'est hyper important, on sait plein de choses hyper concrètes sur l'histoire grâce à ça. C'est pas pour ça qu'il faisait ça. Vous la voyez là, mais Fanny, elle a des week-ends fun. Hein. C'est les caméras de l'époque, en fait. C'est pour juste savoir qui était là, en fait. C'était pour la thune, on est d'accord, il voulait juste savoir comment récupérer la thune. C'est ça. C'est un peu pour la thune, oui. Mais c'est toujours pour la thune. La thune, c'est quand même la base du tout. Hein. C'est comme ça qu'on paye les gens, c'est comme ça qu'on paye les guerriers. Mais il y a de mauvais arguments. Déjà, oui, bon, il a été un peu dur avec les Anglais, mais seulement avec ceux qui s'étaient alliés aux Danois. Parce que franchement, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les Danois? Les Danois, ils avaient aussi des prétentions sur le royaume d'Angleterre. Et donc, théoriquement, les Anglais qui s'allient à des traîtres, à des ennemis, ça devient des traîtres. C'est des infidèles. Ils renient pas juste Guillaume, ils renient Dieu, parce que le souverain est le lieutenant de Dieu sur terre. Et au XIe siècle, on rigole pas avec ce genre de truc. Non, et puis je le comprends qu'il y ait besoin d'être dur. Hein. Les Danois, ça fait déjà plusieurs siècles qu'ils sont en train d'envoyer des Red Vikings sur cette foutue île. Et crois-moi, ils sont rodés. Hein. Il faut taper fort. Attends, c'est-à-dire que là, les Anglais, ils se prenaient déjà les Vikings depuis un moment, et Guillaume est arrivé en mode, il a réussi quand même à les conquérir. Mais oui, donc Guillaume le conquérant, Guillaume le conquérant est plus fort que les Vikings. Mais bien sûr. Mais évidemment. Mais tout en massacrant aussi les Anglais, en fait. Hein. Les Normands dans la salle, ça sont pas contents. La Normandie, c'est comme aux 6 nations. À la fin, c'est l'Angleterre qui perd. Bravo! Mais c'est pas la France qui gagne. Hein. Bravo, oh purée. Bon, moi, vraiment, l'enquête administrative, je mets plus 5. Là, moi, c'est cadeau. T'arrives pas encore à me convaincre, Audrey, de pourquoi. Ok, je vois le côté, là, il a massacré. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Je sais pas, on enlève combien, alors, pour le massacre? Parce qu'on n'a rien enlevé, à Bruxelles pour les géants. Il y a quand même quelque chose, c'est que, bon, visiblement, il a quand même bien profité dans sa vie, parce que une anecdote, en tout cas rapportée par un moine, est que son gros bidon bedonnant ne rentrait pas du tout dans le cercueil, au point où ils ont dû tasser un peu pour le faire rentrer. Ça a éclaté, et ça a laissé une odeur pestilentielle pendant plusieurs jours dans l'église. Ouais, voilà. Les pratiques de santé au Moyen-Âge. C'est une pure anecdote inventée. Tu dis, c'est une calomnie, tu dis? C'est comme toutes les anecdotes, c'est surtout pour peindre un portrait moral du personnage. Et vu que c'était un moine qui était critique avec lui, il a donné une mauvaise anecdote, comme un moine qui l'aurait bien aimé aurait inventé un truc joli juste pour faire joli. Oui, mais n'est-ce pas une belle histoire ? Les anecdotes, ça compte pas. Le document, le Domesday Book, par exemple, mais aussi la tapisserie de Bayeux. Oui. Voilà. Dont on voit un bout derrière nous. Ça, c'est matériel. Ça, c'est pas une anecdote à la con. La tapisserie de Bayeux, ça fait plusieurs dizaines de mètres de long. Et on a une icône représentée. C'est une broderie faite pour raconter l'exploit de Guillaume le Conquérant d'avoir conquis l'Angleterre. Et c'est un cas unique. Il n'y a aucun autre équivalent de cette broderie de ce type-là. Hein. Vous pouvez imaginer que ça fait,
les côtés de la salle, plus tout derrière nous, quoi. Et qu'en gros, on se balade le long de la broderie pour voir un petit peu comment les Normands pètent la gueule aux Anglais. Et ça, c'est unique. Il n'y a que sous lui qu'on a fait ça, et c'était fait par son demi-frère, probablement. C'était pas sa mère? Non. Non, ça je confonds. Non, c'est son demi-frère, Odon de Bayeux. Et déjà, rien que pour ce truc unique, ça vaut le coup quand même. Moi, j'allais mettre c'est un peu mégalo. Je sais pas ce que t'en penses, Audrey, je trouve que c'est un peu mégalo quand même. Hein. Oui, surtout, est-ce que vous connaissez la tapisserie de Bayeux qui relate en fait sa conquête de l'Angleterre, bien entendu, et donc dans cette représentation, en fait, il dit que les gens l'ont suivi de leur plein gré, sauf qu'il y a certains seigneurs, en fait, il les a forcés, autrement il les zigouillait. Donc, on repassera encore sur un point propagande. Voilà. De nouveau. En fait, en gros, il ment sur une fin. C'est un roi qui ment sur ce qu'il est. En fait, c'est un parvenu. Et en fait, pour arriver à obtenir son pouvoir, en fait, il le fait par la force, que faisaient tous les autres rois. Mais lui, il a une nette tendance à la violence quand même. Mais lui, il a et réussi. À puer hein. à la fin, en fait. Plus. Bon, moi, la tapisserie, je mets plus 10 parce que franchement, elle est super classe. Oui, on c'est l'a vrai encore aujourd'hui. Ouais. Déjà, on l'a encore aujourd'hui, plus 10. Soutien critique. Donc là, on n'a rien à enlever. Bon, alors, j'ai vu, il a fait construire la tour de Londres. C'est plutôt classe, ça. On la voit encore aujourd'hui à Londres, non? Bah oui, parce que Guillaume le Conquérant, c'est aussi un bâtisseur. C'est un homme qui a plein de facettes. Bon, certes, il est un peu violent, mais il a plein de facettes. Ouais, bah oui. Mais il fait construire une belle abbaye à Caen, l'abbaye aux hommes. Sa femme fait construire l'abbaye aux dames, hein, logique pour l'époque. Et surtout, quand il arrive en Angleterre, les Normands vont aussi construire plein de bâtiments un peu sous influence normande, dont la Tour de Londres, qui à la base était le château des Normands dans Londres. Il y aura aussi des cathédrales qui vont être construites, pas directement par lui, mais toujours dans ce mouvement d'influence de la Normandie sur le style architectural. Et ça, c'est grâce à Guigui. Mais alors, j'ai une question quand même, Hugo. Mais finalement, il est normand ou anglais, notre Guillaume? Ah bah non, il est normand. Il est né probablement à Falaise, une petite ville de Normandie actuellement, où le château est conservé, et il devient roi d'Angleterre dans un second temps. Bon, d'accord. Donc, allez, plus 5 points bâtisseur. Oui, je suis généreuse, hein, mais Audrey, là, tu laisses beaucoup de points, je trouve, aux Normands. Hein, tu te défends pas assez. Ok, allez, si tu veux, je suis gentille, je fais moins 10 points violence. Ouais, voilà. Moins 10 points violence. Pour moi, je vais galérer avec mes calculs après, mais c'est pas grave. Bon, alors du coup, là, si je fais mes calculs, et ça, normalement, je le coupe au montage. Alors, il est à plus 35 pour l'instant. Est-ce qu'on le laisse comme... Attends, ça veut dire qu'il est à peine plus que Sainte-Opportune? Là, non, mais le public va nous influencer. Le public va influencer, mais là, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur Guillaume le Conquérant? Vous pouvez souffler sa tellement, femme? Fanny, tellement. Oui, c'est vrai, il était très amoureux de sa femme, en effet. Waouh! On va mettre des points parce que c'était un bon mari? Dans Super Joute Royale, c'est pas arrivé souvent. Hein. Alors, dans la salle, on nous a dit que oui, donc il aimait sa femme, mais aussi il lui laissait le pouvoir quand il partait en Angleterre. En effet, pendant la conquête de l'Angleterre, donc Guillaume va se battre contre les Anglais, et il laisse sa femme aider ses plus proches fidèles. Une sorte de petit conseil de régence autour de Mathilde de Flandre, qui est la fille du comte de Flandre, et qui donc, en effet, va agir un peu quand Guillaume est absent en Normandie, ou l'inverse, quand Mathilde est en Angleterre et que Guillaume est en Normandie. Chacun essaye de gérer un peu, parce que c'est vrai que même si la mer, ça se traverse facilement, il n'y a pas le téléphone. Allez, plus 10 points, ça va? Plus 10 points pour sa femme? Il y a une question de la part de la Bretagne. Oui. On nous dit que le tiers de son armée était bretonne. Ça m'étonne. Alors, oui, mais je sais pas si on peut enlever ou mettre des points. Pourquoi on se tape dessus finalement? Pour récupérer le Mont Saint-Michel. Oui. Tout ça contre les Anglais, je suis d'accord. Alors, du coup, ça nous fait que là, on est à 45 points. On va finir là pour Guillaume le Conquérant. Alors, public, c'est à vous de voter. Qui est pour enlever 20 points à Guillaume le Conquérant? Et là, il faut être stratégique, les Bretons. Hein. Moi, je dis ça, il faut être stratégique. Il y en a quelques motivés en Bretagne. On a 5 personnes pour enlever. 10. C'est ça? J'ai pas vu de ce côté-là, on a 6. Ok, qui pour enlever 10 points?
Il faut vous décider vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Attention, qui est pour ajouter 10 points? Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et qui est pour ajouter 20 points? Oh, donc ça fait que Guillaume le Conquérant est à... Alors, c'est là qu'on voit que j'ai pas fait spé maths. Il est à 65 points. Mais les Bretons, vous êtes où là en fait? Va falloir Ne vous inquiétez pas les Bretons, ne t'inquiète pas Audrey, vous aurez l'occasion de vous rattraper. Et là, eh bien, on continue avec encore un Guillaume. Guillaume le Breton. Bon, comment dire? Bon, c'est un moine, c'est un Breton, voilà. Comme tous les Bretons, il a aucun honneur. Il se rapproche de Philippe Auguste pour rentrer dans les petits papiers du roi. Et en plus, ce susboule, cet opportuniste, cet arriviste de malheur, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un bouquin à la gloire de Philippe Auguste. Mais franchement, vous n'avez donc aucun honneur, les Bretons. C'est pas un Normand qui ferait ça. Franchement, nous, on se respecte. Alors que vous, bon, allez réécrire le nom de vos villages et puis on en reparlera plus tard. Alors, Guillaume le Breton. Moi, j'aime bien, c'est donc un écrivain, un religieux, donc un chroniqueur du XIIe siècle. Là, vraiment, on l'a pris parce que vraiment, c'était dans son nom, Guillaume le Breton. Donc, forcément, il fallait en parler. Et c'est un auteur qui était à la cour de France. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus, de positif ou de négatif? Alors, déjà, il écrivait très bien. Comme quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on considère souvent les Bretons comme des barbares, mais on a vu que c'était plutôt l'inverse avec Guillaume le Conquérant. Et qu'en fait, chez nous, on a quand même des lettrés, en fait, un peu plus que de l'autre côté. Puisque tout à l'heure, mon très cher ami qui a visité le Parlement de Bretagne a dit il n'y a aucun pub, mais il y a 2 librairies. Bah ouais, on lit chez nous. Et donc, du coup, en fait, il a écrit 2 livres, dont un, c'est la Gestae Philippi Augusti. À tes souhaits. Merci. Et la Philippi, qui est un poème de 900 000 vers. Et donc... 1900 vers. 9000. Voilà. Et donc, en fait, ça décrit... C'est surtout, en fait, un livre qui décrit les mœurs, la situation des lieux, la forme des armes et des machines, enfin, les phénomènes de la nature, quoi. En fait, c'est un vrai écrivain, quoi. C'est pas... Fun fact, en tout cas à partir surtout du 13e, du 14e et du 15e, les Bretons, c'est un peu l'équivalent des Belges pour les blagues chez nous. C'est-à-dire qu'ils passent toujours pour les débilos. Donc, et là, non. Là, non. Guillaume le Breton fait honneur à la Bretagne, il est déjà au Moyen-Âge. Bon, alors vraiment, le côté écrivain, est-ce que tu peux nous raconter? Alors, il était à la cour de quel roi de France? À votre avis? Quand on écrit un truc qui s'appelle la Philippa Augusti. Bon. Philippe Auguste, c'est ça? Oui. Alors, qui était Philippe Auguste? Racontez-moi. Alors, si vous avez écouté Super Joue Troll, vous avez rappelé un peu. Moi, perso, on l'a fait il y a tellement longtemps, je me rappelle plus. Donc, Philippe Auguste, c'était qui comme roi? Alors, est-ce que tu m'autorises d'abord à être un peu prof? Alors, oui. C'est pas 11e, 12e, c'est 12e, 13e, si je puis me permettre. Je suis désolée. Philippe Auguste, il est roi de France à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Et c'est le premier roi, en fait, à déjà abandonner le titre de roi des Francs pour devenir roi de France. C'est hyper important, ça. Et en plus, il a conquis beaucoup de territoires, en fait. Il était opposé justement à des descendants de Guillaume le Conquérant, et il a réussi à récupérer le Maine, la région du Mans, l'Anjou et la Normandie. Donc, voilà. Et avec toutes ces conquêtes, du coup, il a besoin de mecs fiables qui vont lui écrire son histoire à sa gloire. Parce que Philippe Auguste, il avait eu un peu de mal au début, puis après, ça va mieux. Donc, il a besoin d'un bon breton qui va venir lui dire... en 9000 vers, un petit peu lourd d'ailleurs, stylistiquement. Mais 9000 ou 1900, je sais 9000 vers. 9000, waouh. Mais avance, voilà. Et du coup, il recrute ce Guillaume le Breton, qui vient de la région du Léon. Et il est connu parce que Guillaume le Breton avait déjà écrit des vies de saints, en fait. Il a écrit plusieurs vies de saints, et c'est un style qu'on aime bien au Moyen-Âge. C'est comme pour Sainte-Opportune, ça fait de jolies histoires, doigts, de décapitation, voilà, des choses comme ça. Doigts qui ressuscitent, exactement. Et visiblement, il est doué, et donc on l'appelle à la cour de France pour écrire la gloire de Philippe Auguste, et je dois reconnaître qu'il réussit assez bien à le faire. Ok, donc tu es pour un breton, en fait, là ?
on peut lui ajouter quand même 10 points pour la réussite, parce qu'il va quand même représenter Philippe Auguste dans sa querelle matrimoniale, parce que Philippe Auguste veut se débarrasser de sa femme. Oh, c'est pas le seul à l'époque, hein, mais c'est pas si facile. Faut appeler le pape, c'est tout, c'est ça. Sa femme, c'est Et justement, Guillaume le Breton, un Geburge de Danemark, c'est ça. à Rome, envoyé par le roi de France pour dire démerde-toi, j'en veux plus, je veux qu'elle se casse. Et est-ce qu'il réussit? À la fin, ça va marcher. Mais non. C'est pas juste Guillaume le Breton, mais Philippe Auguste va réussir à faire ça. Alors, si on fait un peu, moi, je vais mettre des points, je vais enlever des points. Alors déjà, le côté écrivain, moi je dis plus 20 points. C'est beaucoup quand même. Ah ouais? Oh, mais c'est bien. Si, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Écoutez, c'est vrai que c'est à autant. un moment, quand on fait la gloire d'un roi de France, moi je considère que c'est bien. Moi je le fais pas pour la Bretagne, je le fais pas pour la Normandie, Ok. je le fais pour la France. Et pas n'importe quelle France, madame. J'ai envie La d'être France de Philippe vivante. Auguste. J'ai envie de sortir de cette phrase. J'ai envie de sortir d'ici vivante, donc ok, plus 10 points, ça vous va? Ok. Par contre, pour le côté, franchement, émissaire à Rome, je trouve ça très très classe. Moi, je dis plus 5 points, au moins. Et en plus, pour le remercier, Philippe Auguste le nomme chapelain et précepteur de son fils Pierre Charlot. Oh, c'est vraiment la classe, C'est alors. naturel, en fait. Donc, il est précepteur de son fils, ça aussi, c'est plus 5 points au moins, non? C'est un bon prof. Oui, c'est un bon prof, ok. On peut mettre que 5 points, parce que c'est quand même que le Charlot. Le Charles... Ah oui, c'était son 2e ou 3e fils, c'est ça? C'est le fils naturel de Philippe Auguste qui s'elle Pierre Charlot. Donc Tout est dans le nom. c'est son bâtard en fait. Oui, c'est son bâtard. C'est ce que je disais, oui. Quand on dit c'est son fils bâtard, naturel, ouais. oui, c'est le bâtard, c'est ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on... On n'a rien à lui enlever à notre Oh, on peut cher... enlever moins 5 points éventuellement parce que c'est. Allez, on peut le dire un petit peu, c'est de la propagande. Mais voilà, c'est pas exactement de la Tout le monde propagande. fait ça. Mais non, c'est un community manager, quoi, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça, c'est un community manager. C'est ça. Bon, allez, bon, par contre, je veux bien qu'on enlève 5 points parce que Ingeburge de Danemark, c'est la classe. Attends, sa femme s'appelle Ingeburge de Danemark? Non, Ah oui, à Philippe Auguste. Là, on donne il des l'a fait points à emprisonner quand Guillaume, même. Hein. Il a fait emprisonner et dans le plus grand dénuement pendant 20 ans. C'est quand même pas négligeable, effectivement. Et là, on parle encore de Guillaume? On parle de Philippe. Et ça, Guillaume, il l'a pas trop dit, faut bien le reconnaître. Philippe, on l'a déjà classé dans Super Joute Royale. Je vous renvoie vers mon site passionmediviste.fr pour voir où il en est, je sais même plus. Et effectivement, Guillaume le Breton a caché quelques violences conjugales, ou en tout cas quelques mauvais traitements conjugaux, donc on peut peut-être effectivement enlever 5 points à ce stade. Ok, oui, pour pas très objectif. Non, Pour effectivement. manque d'objectivité, ok, je veux bien qu'on enlève 5 points. Maintenant, c'est le pour principe ça. de cette émission, Fanny. Hein. Oh, effectivement. Bah écoutez, on peut s'arrêter là si vous voulez. Du coup, pour Guillaume le Breton, on n'a rien d'autre à dire dessus ou à enlever? On est bon. Ok. Donc ça fait que là, il est à 15 points. Bon, ce qui est pas énorme, mais bon, voilà, effectivement. Alors, public, c'est à vous de voter. Et là, les Bretons, va falloir vraiment vous rire. Moi, je me suis dit, oh là là, vraiment, les Normands, ça va être difficile pour eux. Les Bretons, ils vont être en masse. Là, c'est clairement plus les Normands qui sont réveillés aujourd'hui. Hein. Alors, qui veut enlever 20 points à Guillaume le Breton? Ok, 4. Qui veut enlever 10 points? Ah, une dizaine. Qui veut ajouter 10 points? Qui veut ajouter 20 points? Ok, Wow. ok, c'est bon. Merci. Les Bretons se sont réveillés. Donc là, on est à On est donc à 30 points. 30 points pour Guillaume le Breton. Waouh, pas mal. C'est ça. Guillaume le Maréchal, voilà. Ça c'est quand même un type. Il a quand même eu des bouquins en son honneur, écrits sur lui. Il a quand même été un des fidèles serviteurs des rois anglais. Alors, ok, c'est l'Angleterre et ok, ça compte pas vraiment. Sauf que à cette époque-là, c'est quand même des rois qui sont anglo-normands. Lui, il est anglo-normand, il parle français, c'est un tournoyeur de génie, c'est un conseiller. Je crois que les Anglais n'ont jamais eu un mec aussi calé en stratégie. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ce type-là, c'est une pépite, voilà, c'est un Normand, voilà, c'est le genre de personne qu'on aime, c'est le genre de mec qui en impose. Je veux dire, ça, c'est pas comme les Penthièvre, les Montfort, les Duguesclin, enfin tous ces gens à la mort moelleux là. Bon, clairement, après les Anglais, une fois qu'il n'y avait plus Guillaume le Maréchal, ils s'en sont pris plein la pomme. Mais, c'est quand même un type extraordinaire dont la réputation est d'être le meilleur chevalier du monde et dont les origines sont normandes. Voilà, on n'en parle plus, point. Alors On va en oui, parler.
Ce titre de plus grand chevalier du monde, on va déjà en parler parce que meilleur chevalier du Moyen-Âge, alors qu'on est à peine au XIIIe siècle, il y a encore un peu de Moyen-Âge à petit près. Ce surnom, il vient d'où ? Eh ben en fait, il vient directement de Georges Duby qui a écrit sa biographie. Dis-nous qui est Georges Duby. Non mais sérieusement ? Bah oui, parce que attends, qui connaît Georges Duby dans la salle, levez la main. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Bon, Donc, il y a quand même la moitié des gens qui ne savent pas qui c'est. Bon, je voulais que je la fasse. Bah oui. Bon, compléter, hein, compléter. Il est hyper important, Georges Duby. Mais c'est, bah oui, Georges Duby est probablement un des historiens les plus importants du XXe siècle, en tout cas des médiévistes les plus importants du XXe siècle. Il a fait partie de l'école des Annales, parmi ses fondateurs, et c'est aussi un des historiens qui a été le plus médiatisé pendant le XXe siècle, avec évidemment son frère ennemi, qui est Jacques Le Goff. Jacques Le Goff. Voilà. Le Goff. Donc ouais, Georges Duby, c'est vraiment un médiéviste qui pesait de ouf. Au XXe siècle, il est mort en 96, j'ai vu. Et donc il l'a surnommé dans un livre le plus grand chevalier, le plus grand, voilà, le meilleur chevalier du Moyen Âge. Pourquoi ? Parce que c'est la classe. Ce qu'il a fait. Attends, comment ? Parce qu'en fait, Guillaume, il est né vers 1145 et à 13 ans, il va repartir dans sa famille en Normandie. Il est né en Angleterre d'un père qui est originaire de Normandie. Et son père lui dit bon, bah, t'as 13 ans, tu es grand maintenant, on va t'envoyer chez un cousin et puis tu vas aller apprendre à te battre là-bas. Georges Duby adore ces trajectoires de chevaliers arrachés. Alors ça arrivait très souvent, hein. La plupart des chevaliers ne font pas leur éducation. La plupart des chevaliers ne font pas leur éducation dans leur famille, mais c'est pour ça que Georges Duby l'a traité, c'est parce que ça lui permettait de parler de tout ce que c'est un chevalier, élevé loin de ses parents, élevé loin de sa famille, et ensuite comment il revient, il a une éducation particulière, il a fricoté avec ses copains aussi. En tout cas, c'est ce que suggère Georges Duby. Oui, voilà. Bah, parfois il est voilà. Mais sur le reste, ce que Georges parfois a tendance à imaginer un peu trop à certains moments. Mais il fait ses fanfictions, c'est bon, il a le droit. Mais il écrit particulièrement bien. Enfin, on n'est pas là pour parler de Georges Duby, mais pour parler de Guillaume. Un jour, on fera un super jeu des médiévistes du Moyen-Âge, ce serait trop cool. Ce serait une bonne idée. Et Guillaume le Maréchal, en fait, surtout, pourquoi son père lui dit démerde-toi et passe-toi la Manche, c'est parce que en Angleterre, les tournois sont interdits. On n'a pas le droit de tournoyer en Angleterre. Et donc, pour un petit jeune anglais, il faut aller en France pour se faire prendre des lances en pleine poire. Les Rasmus de l'époque. Voilà, exactement. Et donc, quand il a 13-14 ans, il commence à apprendre le métier de la guerre et avec son cousin, il va aller de tournoi en tournoi dans le nord de la France et en Normandie et il va gagner en fait plein de trucs. Alors qu'il est encore ado. C'est un champion, quoi. Il est en tête, il a gagné la Ligue des Champions. Pour moi, on lui met déjà 10 points parce que c'est un champion, tout simplement. Voilà. C'est notre champion, c'est notre Guillaume, on l'adore. Alors, on voit la partialité. En fait, moi, j'ai une autre version. En fait, c'est pas son père qui lui a dit de partir, c'est lui qui est parti parce qu'elle n'était pas assez noble pour lui. Il a fait beaucoup de tournois, il est connu pour ça, parce qu'en fait, il avait qu'une seule envie, c'est d'être un peu plus élevé dans le niveau social. La preuve, à l'âge de 40 ans, il s'est marié avec Isabelle de Clark, qui a alors 16 ans. Mais pourquoi il s'est marié avec elle ? Parce qu'elle était la plus riche héritière du pays de Galles. Et d'Irlande. Donc, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir de l'ambition ? Un petit peu. Puis tout le monde le fait à ce moment-là. Et à l'époque, c'est normal en fait. Bon, alors déjà, revenons sur le côté champion. Allez, on met quoi ? Ouais, plus 10 points pour ça ? Bon, au moins 10 points parce que bon. Oui, parce que quand même, c'est pas facile, mais. On peut même mettre 15 parce qu'il sauve la reine lors d'une embuscade quand même. Non, pas 15. Laquelle de reine ? Pas n'importe laquelle. Il sauve Aliénor d'Aquitaine. Waouh ! Eh ouais. Le meilleur, tout simplement. Parce que tournoyer pour le plaisir, c'est bien, on est dans la gadoue et tout, mais il faut que ça serve à un moment donné. Et ben ça a servi en 1168, quand Aliénor d'Aquitaine est censé tomber dans une embuscade. Et là, le jeune Guillaume, il a donc une grosse vingtaine d'années, quoi. Il s'interpose et il l'aide à sauver la reine à ce moment-là. Wow. Et c'est le moment où il va arriver à la cour d'Angleterre. Le roi dit « Ah, génial, il a l'air bien ce petit gars ». Et hop, il est parti sur la voie de la réussite. Ok, ben moi je vais bien mettre plus 5 points parce qu'il sauve Aliénor, ça carrément. Oui, ça c'est vrai. Après, moi vraiment, je voulais bien mettre au moins, franchement, plus 5, voire moi plus 10 points pour le côté postérité. Il a un bouquin qui a été écrit sur lui. C'est quand même bien, les points postérité. C'est comme quand on avait mis des points pour Dagobert. On avait mis des points parce qu'il y avait une chanson à son nom. Si j'avais été là, ça serait pas passé comme ça, mais passons. Le plus 10 points pour postérité.
Par Oui. contre, on peut aussi enlever 5 points, moi je pense, parce qu'il a quand même trahi. Oui, c'est ça. À la fin, il a plus été chez ses petits nouveaux copains anglais qu'en Normandie ou chez les Français. Hein. En même temps, il venait d'Angleterre. Oui, et il n'a pas trahi. C'est Philippe Auguste qui lui a donné le droit de conserver ses terres en Normandie tout en continuant à résider en Angleterre. Oubliez C'est ce pas que je du tout une trahison, Oui, c'est il une a négociation. négocié, quoi. Au café, voilà, on prend un verre, on discute, on se met d'accord, et voilà, c'est pas du tout une trahison. C'est pas une trahison, bon. Ouais, parce que bon, je pense qu'il est revenu finalement, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter sur Guillaume le Maréchal? Ah, c'est un croisé. Effectivement, c'est pas mal ça, cette histoire. Il a fait une croisade? Ouais, aux côtés du fameux Richard Cœur de Lion. Ouh, il en est revenu? Oui. Ok, non, c'est bien, hein, parce qu'il y en a combien qui meurent hein. Il y en a pas mal qui passent pas les croisades, mais lui, il a réussi à On pense revenir à sans Saint-Louis, hein, problème. bien sûr, qui est très bas dans notre classement, c'est le dernier. Le dernier encore, oui. Donc là, croisade, donc c'est laquelle? C'est la deuxième qui La fait troisième. c'est ça La troisième croisade. Troisième. Ouais, on met des points, on enlève des points pour la croisade. On enlève. On en enlève pas parce que bon, on en met. On enlève. On se calme. Est-ce que ça lui a apporté des choses? Est-ce que c'était prestigieux à l'époque de participer à la croisade? Ah bah toujours. carrément. Oui. Toujours. Oui. Ok, on a que des historiens dans la salle, clairement. Oui, c'est prestigieux de participer à la croisade. C'est un moyen d'aller dans une société ultra chrétienne, enfin que chrétienne en fait en Occident, c'est de dire on va sauver Dieu d'une certaine manière presque. On va à la rescousse de la Terre Sainte. Regardez, il nous, n'y a pas plus beau qu'on puisse faire à l'époque pour un chevalier. Nous, on parle de s'allier entre Normands et Bretons pour péter la gueule aux Anglais, mais au Moyen-Âge, ils avaient à peu près la même idée qu'on s'allie entre tout le monde pour aller péter la gueule à des personnes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Ça Ouais, marche très bien. alors. Voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est pas complètement positif cette histoire. Hein. Ou alors on lui ajoute et on lui enlève pas de points. Voilà, moi je pense qu'on peut Alors, rester on à plus enlève pas 0. de points. Je pense que c'est équilibré. Ok, donc ça nous fait que maintenant Guillaume le Maréchal est à 25 points. Ça vous va? On peut en rajouter, je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose, on peut en rajouter 5 parce qu'il est devenu régent d'Angleterre. Ça veut Rien dire que quoi? Bah c'est simple, quand en 1216 Jean Santerre, le dernier fils d'Henri II, meurt, eh bien il faut bien quelqu'un pour faire l'intérim. Le meilleur chevalier du monde est devenu le meilleur régent du monde. Eh mais c'est hyper important ça. C'est hyper important. Mais c'est hyper classe. il a géré l'Angleterre pendant une régence. Je Bon, veux dire, après, il y a pas tout le monde qui a ça sur son CV. Après, il a géré 3 ans parce qu'il est mort. Mais, Ouais, c'est ça. il a fait ce qu'il a 3 pu. ans. Hein, il était vieux quand même. Il est mort en 1219. Il a vécu 70 ans en passant sa vie à combattre. Le meilleur. Moi, je mets plus 5 points pour la régence parce que clairement, je trouve ça très impressionnant. Alors, je vous propose donc, on est à 30 points pour Guillaume le Maréchal. Public, est-ce que vous êtes toujours là? Les Normands sont tellement plus réveillés. Alors, qui est pour enlever 20 points à Guillaume le Maréchal? Enfin, Ah, les Bretons, ouh là là. les Bretons commencent à s'incompris. C'est bien. 2, 3, 4. Ouh là là, ouh, ça se lève quand même pas mal. Il y en a aussi chez les Normands qui enlèvent des points. 19, 20, 21, 22, 23. J'ai 23 à peu près. Ok, qui est pour enlever 10 points? Ouais. Qui est pour ajouter 10 points? Personne. Qui est pour ajouter 20 points? Ah putain, ah ouais. Attends, Ah, les est-ce que bâtards. c'était autant que... Il y en a qui lèvent deux mains là depuis tout à l'heure. J'avais pas vu. Hein? C'est 26, donc c'est pour ajouter 20 points. On termine Guillaume le Maréchal à plus 50 points. Pour l'instant, le Mont-Saint-Michel reste toujours normand. Hein, les Bretons, c'était votre... Mais attendez, on a encore des gros personnages qui arrivent. Jeanne de Montfort, oui, bon, d'accord. Oui, c'est une femme qu'on impose, oui. Bon, on l'appelle la Flamme. Enfin, la surnomme la Flamme. Bon, j'en connais une autre, hein, qui entendait des voix, qui est montée à la tête d'une armée, et qui, les Flammes, elle kiffait pas tellement. Hein. Et puis, Jeanne de Montfort, cette famille d'arrivistes là, ces gens qui se battent contre d'autres familles bretonnes pour le duché. Non mais, qu'est-ce qui nous casse le rouston là, les Bretons? Mais personne n'en veut de votre duché, démerdez-vous de votre côté. Je veux dire, c'est bon. À un moment, foutez-nous la paix les Bretons, foutez-nous la paix. Donc là, on a Jeanne de Montfort, dite Jeanne la Flamme, qui est vraiment une femme qui a dirigé des armées pour le roi d'Angleterre contre le roi de France. Alors déjà,
C'est un peu, on a beaucoup les Anglais dans notre histoire, hein, bien sûr. Alors, C'est à côté, racontez-moi un petit peu qui était Jeanne de Montfort. En fait, elle se nomme, au début, elle était Jeanne de Flandre, donc c'est pas une Bretonne de naissance, mais en fait, elle s'est mariée. Mais une Bretonne de cœur. Ouais, de cœur. Et elle l'a montré, en fait. En mars 1329, en fait, elle se marie avec Jean de Montfort, qui est, le demi-frère de Jean III, du duc Jean III. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la guerre de succession de Bretagne de 1361 à 1300. Oula, je me suis trompée dans la date. Pardon. En tout cas, qui commence en 1361, qui fait partie un peu de ces conflits de guerre froide pendant la guerre de 100 ans. C'est-à-dire que pendant que l'Angleterre et la France ne se tapaient pas, et ils s'affrontaient indirectement dans la guerre de succession de Bretagne, où les Penthièvres étaient opposés au Montfort. C'est ce qu'on appelle la guerre folle, c'est ça? Non, c'est pas celle-là. Ah, pas encore, ok. C'est celle d'après. Ouais. Donc on a d'abord beaucoup de guerres en Bretagne. Donc, quel a été le rôle de Jeanne de Montfort pendant cette guerre de succession? Et ben en fait, son rôle, c'était que son mari s'est fait capturer par le roi de France. Et donc, en fait, elle décide de le venger et de s'en prendre, de prendre de prendre des possessions du roi de France. En tout cas, d'alliés du roi de France à ce moment-là. Ouais. Oh, donc elle est vénère, en fait. Elle est vraiment vénère à ce moment-là. Ah oui. En fait, elle attaque de nuit un détachement de soldats. Avec un détachement de soldats, elle va contre un campement français où elle fait brûler les tentes. Puis elle se réfugie dans la ville d'Auray. Et ensuite, elle va avec 600 chevaliers pour libérer la ville d'Ébedon. D'Hennebon. Ouais. Mais c'est super classe. 6 juin 1342. Enfin, elle libère la ville en l'incendiant. Ouais. D'où son surnom. Et je remarque que ça gênait ma collègue quand c'était Guillaume le Conquérant, et là, ça passe crème. Bah, ça passe crème parce qu'elle, c'est pas un pays qu'elle a, elle mange son mari. ravagé, quoi. Si c'est juste un village, c'est bon, on peut Ça cramer. va, ouais. En plus, c'est français, donc ça va. Ouais, alors donc, effectivement, le côté brûler un village, on avait enlevé des points à Guillaume pour la violence, hein. Donc là, je pense, déjà, on enlève 5 points. Oui, mais pour tu le penses côté... pas qu'elle a bien subi, cette dame, Mais déjà oui, en plus, Tu penses pas que c'est légitime, derrière elle veut libérer son mari, elle veut le récupérer, elle veut qu'il soit duc de Bretagne, c'est normal. Un personnage qu'on a failli garder, qui a une trajectoire très similaire au même moment, pendant la même guerre de succession de Bretagne, c'est la fameuse Jeanne de Belleville, première femme pirate de l'histoire, soi-disant, qui effectivement a une trajectoire très similaire où elle va protéger ses enfants et venger son mari exécuté par le roi de France. Et franchement, je comprends. Dans des circonstances pareilles, tout ce qui te reste, c'est la hargne. Tout ce qui te reste, c'est la violence. Tout ce qui te reste, c'est le courage. Bon, c'est facile de brûler des tentes d'un autre côté, mais franchement, c'est bien, ça défoule. C'est tellement beau quand tu parles, Albert. Donc là, bon, allez, le côté badass et tout ça, je veux bien aller mettre plus 15. Pour le côté, elle a voulu venger son mari, elle a pris les armes et tout ça, ça vous va, plus 15 ? Oh oui. Déjà, Oh ok. oui. Alors, mais le côté la flamme, du coup, on enlève 5 points quand même, ou alors on dit que c'est la guerre ? Non. Je pense que effectivement, ils en parlent pas trop. Forcément, on insiste beaucoup sur la violence féminine au Moyen-Âge parce que c'est quelque chose qu'on voit moins. En tout cas, qui est dans les chroniques qu'on voit moins. Ça veut pas dire que ça n'existait pas. Encore une fois, coucou à toutes les personnes qui travaillent sur la violence féminine et sur les femmes guerrières au Moyen-Âge. Il sera peut-être bientôt un sujet d'un patient médiéviste. Exactement. Mais effectivement, c'est quand même un trope des chroniques de dire que effectivement, en vrai, les nanas, quand elles sont violentes, c'est pas joli à voir hein, quand même. Alors que quand c'est ce bon Guillaume le Conquérant, ça va, tu vois. C'est normal. Donc, franchement, ici, les sources sont un petit peu biaisées. Je pense pas qu'elle était particulièrement violente par rapport au reste de ses camarades pendant la guerre de 100 ans. Et puis surtout, elle a été gentiment remerciée. En fait, on l'a emprisonnée. Elle est repartie avec le roi d'Angleterre et ses enfants. Et le futur Jean IV, et en gros, elle a été emprisonnée dans un manoir en disant son mari a été libéré, lui il est retourné faire son combat, et en fait on l'a enfermée dans un manoir. Mais non. Donc en gros, la pauvre, elle est restée. Ok, alors plus 10 points, Miskina. Ouais. Franchement. Bah écoute, est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur Jeanne de Montfort ? Je vois pas trop comment lui enlever des points, effectivement, parce qu'à la fin, elle a composé avec très peu de ressources. Et elle n'a pas essayé effectivement d'outrepasser effectivement ses prérogatives dans la mesure où elle pouvait pas faire mieux. Et puis mine de rien, arriver quand même à donner un bon destin à ses enfants, c'est pas donné à tout le monde pendant la guerre de 100 ans. Surtout quand on est toute seule, quand on est privé des ressources de son mari. Donc franchement, j'ai rien à enlever moi ici.
Ok, alors donc là, on est à Jeanne de Montfort qui est à plus 25 points. 25 points. Public. Alors, qui est pour enlever 20 points? Ok, on a un méchant dans la salle. Elle n'a pas voulu d'être partie avec les Anglais, en fait. On l'a obligée, on lui a dit, écoute, tu viens avec moi, et on l'a enfermée après. Vraiment, Elle l'a pas voulu, en fait. là, c'est la Typiquement, pauvre, quoi. à côté, Jeanne de Belleville, elle était contente d'être chez Bon, les on Anglais. savait que tu voulais... Parce que je vous dis, hein, il voulait absolument qu'on parle de Non Jeanne mais de Belleville. ça fait un élément de comparaison, quoi. Ouais. Jeanne Laflamme, c'est vachement plus la classe à côté. Qui est pour enlever 10 points? Un autre méchant dans la salle. Qui est pour ajouter 10 points? Ah, ça Et se qui est lève. pour ajouter 20 points? Waouh! Ouais, bien. Donc ça fait qu'elle finit à plus 55 points. Maintenant notre... Non, 45 points. J'avais dit que j'étais pas matheuse. Hein. Allez, avant-dernier personnage. L'abbé Jolivet. Bon, bah voilà, ça encore un exemple d'un Normand qui sait faire les choses correctement. Je veux dire, il est abbé. Ok. Toujours est-il que il a défendu le Mont-Saint-Michel face à ces traîtres, face à ces chiens d'anglais. Je veux dire, à un moment, le type, il est abbé et capitaine du Mont-Saint-Mich. Le Mont-Saint-Mich, qui est normand, je le rappelle, on va mettre fin à ce saloperie de débat. Les Bretons, vous admirez le Mont-Saint-Michel, vous avez le seum, mais il est normand. Ok? Il a toujours fait partie du diocèse de Rouen. Donc, on n'en parle plus, c'est tout. Bon, maintenant, le type, je reviens à l'abbé. L'abbé, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh ben, il a résisté aux Anglais. Ben oui, ce type-là, il avait une intelligence. Ce que nous, les Normands, on a naturellement, ce que les Bretons essayent de copier. Hein, le seul truc qu'ils arrivent à faire, c'est créer une représentation physique du cholestérol. Ils appellent ça un Queen. L'abbé Jolivet, donc, qui a été abbé du Mont-Saint-Michel pendant la guerre de 100 ans. Et alors, vous allez devoir m'expliquer, parce que je comprends pas s'il a résisté ou était pour les Anglais. Vraiment, je comprends rien à cette histoire. Moi, j'ai d'abord quelque chose à remettre en place, en fait, parce que là, la mainmise de la Normandie sur le Mont-Saint-Michel débute à la minorité du duc des Bretons, de 1 à 3. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, avant, ça nous appartenait, le Mont-Saint-Michel. Avant en 1040, fait, il donc. était sous la garde de Charles II de Normandie, donc Alain III, et il a destitué Monard II, qui était un abbé breton, au profil d'un Normand. Attends, là, t'es vraiment en train de nous dire que, en fait, c'est vrai. c'est comme le fait que Nantes est en Bretagne, ça je le savais, tu vois. Oui, parce que le château des Ducs de Bretagne, il est où? À Nantes, c'est bon, fin du débat. Mais Désolé pour vous. Hein, donc vraiment. là, vraiment, tu me dis que le Mont-Saint-Michel, à la base, était breton? Oui, on a eu un abbé breton à l'intérieur du Mont-Saint-Michel. Si, c'est vrai, madame, je vous assure. Non, il a jamais été normand, il a d'abord été breton. Bah, quant à cet abbé Jolivet, moi je suis désolé, est-ce qu'il a vraiment résisté? Est-ce qu'il a vraiment défendu le Mont-Saint-Michel Ouais, moi, derrière? je comprends pas très bien. Raconte-nous, Hugo. Tout ça est plus compliqué. Merci. D'abord, sur le Mont-Saint-Michel. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Normandie, elle est fondée en 911. Avant, ça s'appelait pas la Normandie. Et en effet, il existait un groupe de chanoines qui vivaient sur ce qu'on appelle le Mont-Saint-Michel, qui est depuis le Haut Moyen-Âge, donc avant la Normandie. À l'époque, c'était une zone contrôlée par la Bretagne. Les ducs de Normandie, à un moment donné, à la fin du Xe siècle, ils ont dit, en fait, on va remplacer les chanoines et on va mettre des moines. Mais ça ne veut pas dire que tous les liens avec la Bretagne ont été coupés, en fait. Ça s'est fait petit à petit, et c'est plus une zone d'influence. Le Mont-Saint-Michel garde des donateurs bretons, mais il a maintenant des donateurs normands, et il est sous la protection du duc de Normandie. Et le reste, c'est pour ça qu'il a un lien fort avec le duché. Et après, le reste de l'histoire, c'est l'histoire administrative de l'époque contemporaine, c'est du journalisme. Ça ne nous intéresse pas. Et sur l'abbé Jolivet, maintenant, en fait, c'est un homme cohérent. Mais pas du tout. Il est cohérent, mais il a soutenu les deux camps. Ah. Mais vous allez comprendre pourquoi. Il a soutenu les deux camps. Il est cohérent dans sa traîtrise. Ce n'est un paradoxe que sur le papier. Parce que quand il commence par défendre le Mont contre les attaques anglaises, il l'aide à fortifier le Mont au début de sa carrière, en gros jusqu'en 1420.
Et en 1420, c'est très important parce que c'est l'année du traité de Troyes. Ah, j'ai fait un hors-série sur le traité de Troyes. Voilà. En gros, pour vous résumer, c'était tellement la merde avec le roi de France à ce moment-là, parce qu'il était un peu folle dingo, qu'ils avaient réussi à faire un traité disant que oui, en fait, le prochain roi d'Angleterre sera aussi le roi de France. Je résume de ouf, mais en gros, pendant quelques années, le roi d'Angleterre était aussi le roi de France, c'était traité de Troyes. C'est vraiment, j'ai fait un hors-série sur le sujet, allez écouter, mais c'est vrai que c'était pendant le contexte de la guerre de 100 ans et tout ça. Tout à fait. En fait, le roi d'Angleterre devient l'héritier du royaume de France en 1420. Et quand Charles VI meurt, donc théoriquement, c'est le roi d'Angleterre qui devient roi de France. Donc notre ami Robert, il applique le droit en fait. Il dit, ok, d'après le traité de 1420, mon roi maintenant, c'est le roi d'Angleterre. Alors, les gens qui ont eu cette lecture très légaliste du traité étaient minoritaires. Mais en fait, c'est juste un truc du 19e de le faire prendre pour un traître. Alors que pour quelqu'un du Moyen-Âge, c'est juste un gars qui applique la loi, une loi qui est faite par serment devant Dieu. Et c'est un abbé quand même. Alors les gens qui appliquent qui appliquent les règlements à la lettre, c'est pas forcément toujours bien en fait. Ouais. Hein. C'est des gens cohérents. Et puis c'est un abbé aussi qui avait le goût de l'or, qui avait le goût des pierres précieuses. Par exemple, il enlève son ancienne myrrhe pour une nouvelle où qu'il attache avec des pierreries, des perles. Il se fait un bâton pastoral en or de 25 marques avec des pierreries. Enfin, il a bon goût. Le pays est ravagé. À côté, le pays est ravagé, on rappelle. Oui, hein, voilà. À côté, il y en a qui meurent de faim, mais voilà. Oui, mais ça, c'est comme tout le monde. Et puis, il a bon goût. Oui, ça rappelle un peu notre époque, finalement. Oui. Et en plus, cette mitre, ainsi que tous les dons qu'il fait, pour l'abbé, il les laisse à l'abbaye, en fait. C'est pas pour lui. Il les achète pour son abbaye. Donc, il enrichit son abbaye. Il s'enrichit pas personnellement. Et c'est qui les porte? Il les porte tant qu'il a envie. Après, ça sera son successeur. Bon, alors, faisons un peu le point sur les points. Bon, déjà, sur le côté ambivalence politique, je sais pas s'il faut lui enlever ou lui mettre des points, parce qu'il a été pragmatique. Non. Pour moi, ça mériterait un petit -5 quand même, parce qu'on lui faisait confiance. Mais d'accord, ayons cette vision du 19e nationaliste des frontières au lieu de gens ouverts sur le monde. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parfaitement. C'est bien, bravo, continuons comme ça. Ok, donc -5 points parce qu'il s'est mis avec l'Angleterre. Moi, je veux bien mettre -5 points parce que le côté, effectivement, je m'enrichis de ouf alors que c'est la guerre. Entre Saint-Opportune et lui, il y a quand même une différence dans le comportement. Et alors, il y a un truc qu'on n'a pas encore dit jusqu'à présent qui est plutôt intéressant à savoir dans sa vie. Il a été juge de Jeanne d'Arc. Ouais. Mais il n'a pas participé aux interrogatoires. Donc il a même été juge. Il n'a fait que juger. Bon, ça déjà, c'est un peu chaud quand même, parce que là, vraiment, Jeanne d'Arc, c'était compliqué. Albert, toi qui connais bien le sujet, raconte-nous. Je suis désolé, c'est indéfendable. Évidemment que si, c'est défendable. Oh là là, j'applique la loi, Il applique pas la loi. En fait, c'est un petit faillot, quoi. Mais non. Voilà. Le petit faillot des Anglais, ouais. Oh oui, dis donc, quand même, elle entend des voix et puis c'est un peu démoniaque. Oh là là, je vais strictement appliquer la voix. Jeanne d'Arc. Il avait cette voix, hein, vraiment. Jeanne d'Arc, elle a des faiblesses. Il faut comprendre qu'elle a perdu à la fin. Et donc, quand on perd, c'est le jugement de Dieu. Alors certes, elle a eu des victoires, mais le jugement de Dieu au Moyen-Âge, c'est comme un match de foot. Ça sert à rien de gagner à la mi-temps. Si vous perdez à la fin, vous perdez à la fin, donc cramez. Et donc, elle méritait d'être brûlée pour ça. Et d'être jugée pour ça, d'avoir perdu. Et pourtant, à la fin d'un match de foot, quand on perd, on n'est pas cramé pour ça. On est relégant. Voilà. Donc la comparaison n'est pas forcément bonne. Hein. Et on est comme quand on est relégué en Ligue 2, c'est presque pareil. Non, je suis désolée. Elle a eu le droit à son procès posthume et cette fois-ci, elle a gagné. Bon, c'était un peu trop tard. Dommage, elle a brûlé. Mais voilà, c'est pas grave. Oh zut, mince, j'ai fait brûler Jeanne d'Arc. Tiens, J'achète une myrrhe, mais c'est pour les autres, pas pour moi. Non, je suis désolé, c'est indéfendable. Moi, c'est au moins un -10. Ouais, moi je dis -5 points pour Jeanne d'Arc. -10. -10, ok. Bon. Tout ça pour une hérétique qui entend des voix. Mais je vais me battre, hein. Ça fait que notre abbé Jolivet, il a -20 points. Ouais. Bon, même si le vote va pas changer grand-chose, quand même, qui est pour enlever 20 points? Bon, toute la salle, donc il est à -40, ok. Et maintenant, dernier personnage de ce classement. C'est une dame que j'aime bien, c'est une reine de France qui est remarquable,
qui a toujours su garder une certaine indépendance, qui a un vrai pouvoir et un vrai rôle décisionnaire. Qu'est-ce que, par hasard, il pourrait y avoir à dire qui pourrait entacher son image? Bah, je sais pas, qu'on se marie aussitôt avec le cousin de son mec qui est mort? Tout ça pour être reine de France 2 fois, depuis le début. Je dis que les Bretons sont des saloperies d'opportunistes. C'est exactement ça. Les Bretons, c'est typiquement un esprit breton. Voilà, c'est n'importe quoi. L'autre, elle aurait pu rester dans sa cuisine, tranquillement, à faire son rôle de femme. Elle en est sortie. Tout ça pour avoir une couronne sur la tête. Le bling bling, voilà. Félicitations, bravo. Bon, alors, Anne de Bretagne, effectivement, notre deuxième gros personnage qui était le plus connu. On voulait un peu vous proposer aujourd'hui des personnages que vous ne connaissez pas forcément, même si en fait, dans l'histoire bretonne et normande, à part nos deux gros mastodontes, qui étaient Guillaume le Conquérant et Anne de Bretagne, il n'y a pas d'autres personnages très connus. Mais donc, on vous a gardé les meilleurs pour la fin. Anne de Bretagne, donc, qui a été reine de France, donc 2 fois. Il y aurait 15 000 trucs à dire dessus. Il va falloir être un petit peu, parce que là, clairement, l'objectif est de dépasser Guillaume le Conquérant, qui est à 65 points. Donc, Audrey, là, il va falloir que tu sois à fond. Je vous écoute, messieurs, dames. Je commence ? Ah oui. Alors, je commence. Donc, j'ai plusieurs choses à dire. Dans le micro, oui. Elle commence, elle n'est pas près de finir, hein, attention. Déjà, en fait, elle suit une trahison, puisque, en fait, elle est censée devenir la future duchesse de Bretagne, puisqu'elle avait été reconnue légitimement par son père. Et en fait, plusieurs seigneurs bretons en fait, veulent la destituer. Merci, c'est gentil. Elle se retrouve avec pas mal d'ennemis. Elle est obligée de quitter Nantes pour en fait se retrouver à Rennes. Represent. Ouais, représente Rennes, parce que Rennes, en fait, est la ville qui va tenir le mieux pour la résistance bretonne, puisqu'en fait, franchement, oui, au niveau des fortifications, au niveau du personnage, c'est quand même une femme qui a été 3 fois fiancée. Je vous rappelle qu'elle a quand même 11 ans quand elle accède en fait, au titre de duchesse d'Anne de Bretagne. Ouais. Donc maintenant, je vais garder un peu mes arguments. J'attends de voir ce que dit mon compère dans la négation, et voilà. Parce que déjà, le fait qu'elle a été reconnue héritière, en vrai, là, j'aimerais donner des points à son père. Oui. Parce que c'est trop classe, tu vois, il aurait pu choisir un cousin, donc il avait que elle comme enfant. Non, il a dit... avait 2, il avait Isabeau aussi. Ah oui, donc il a dit, je la reconnais, oui, comme héritière, donc c'est quand même plutôt cool. Et... Excusez-moi, juste, vous parlez un petit peu trop fort, on vous entend beaucoup. Merci. Donc, vas-y, continue. Et donc, en fait, il la reconnaît, en fait, vu que c'est là qu'il y a eu la guerre folle, justement, les guerres de succession. Et en fait, la France, là, c'est pas vers la Normandie, mais là, c'est la France, en fait, qui veut à tout prix récupérer le duché. En fait, il veut à tout prix que ça devienne un terrain totalement conquis par la France. Et donc, ils font tout pour remettre sa légitimité, dont Charles VIII est le premier, en fait, à déclarer pouvoir prétendre au trône ducal, parce qu'en fait, il est roi. Je suis roi, en fait. Et c'est là où il y a le merveilleux move de Anne de Beaujeu, c'est ça ? Oui. Alors, j'aime bien, j'adore Anne de Beaujeu. C'est pas elle, c'est une autre. J'allais y venir à Anne de Beaujeu. Mais oui, en fait, non, mais vas-y, je t'en prie. On en a parlé dans le dernier Super Joute Royal, donc si vous l'avez écouté, vous le savez. Mais en fait, donc, à l'époque, le roi de France, il est encore un peu petit, il s'appelle Charles VIII. Et en fait, il y a sa sœur, qui est Anne de Beaujeu, qui a été vraiment mise en place par son père, donc Charles VII. Vraiment, il avait dit, donc ma fille, je t'éduque et tout ça, tu vas t'occuper de la régence. Et je crois que c'est un cas unique dans la royauté, en fait, qu'on a une grande sœur qui s'occupe et qui est acceptée par les autres grands du royaume. C'est ça qui est super cool, en fait, c'est qu'elle a vraiment fait des trucs très très bien, elle était acceptée et reconnue. Et là, elle a fait un move incroyable avec la Bretagne. C'est qu'elle dit, ok, le duc de Bretagne, on va devoir accepter le mariage de ta fille. Il n'y a que nous qui pouvons dire si on est ok avec le mariage de ta fille. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle l'oblige à marier sa fille au futur roi de France. Et moi, non, mais voilà, je trouve ça génial comme move. Ouais. Encore une fois, on l'avait pas si mal classé, ce brave Charles VIII. Hein, non, Charles VIII, ça va, oui. Ouais, donc on peut apprécier l'intelligence de réussir à faire ça. Hein. Et puis, si avec la Bretagne, Charles VIII, il a essayé aussi de s'emparer de tout le reste. Je vous rappelle qu'il hérite d'une situation très compliquée quand même. Mais là, on parle d'Anne de Bretagne, c'est vrai. Pardon. Mais donc là, je dirais déjà Anne de Bretagne qui devient reine de France. On peut mettre, plus de 20 points. Ouais. Parce qu'elle devient reine 2 fois en plus. Elle a été 2 fois. Alors, en plus, c'est horrible.
Le fait qu'elle soit son deuxième mariage, c'est vraiment la misogynie. En fait, les femmes sont juste un paquet, quoi. C'est ça. En fait, le problème, c'est que, en fait, quand elle se marie avec Charles VIII retire des droits à la Bretagne. Par exemple, il lui retire sa chancellerie. Il met à la place, en fait, une cour de justice qui n'a plus aucun pouvoir. Donc, quand il décède, en fait, Anne de Bretagne a rétabli le tout. Elle redonne des droits à la Bretagne qu'il lui avait enlevés. Et en fait, elle dit, OK, je veux bien épouser le cousin, le fameux cousin que disait Guillaume. La personne, Guillaume, ouais. Mais en fait, c'est parce qu'elle n'a pas trop le choix non plus. En fait, elle veut garder sa Bretagne indépendante. Et j'avais vu que c'était dans leur contrat de mariage, en fait, oui, qu'elle devait épouser le successeur du roi. Alors, heureusement que c'est pas son fils, du coup. Non, c'est son... Non, ça, on n'aurait pas permis quand même. Mais en plus, elle devait épouser son successeur, mais elle a aussi permis de retravailler le contrat pour que la Bretagne reste indépendante. Et une forme d'indépendance. Ça n'existe pas le concept d'indépendance au XVe siècle. Oui, mais ça a quand même permis de conserver des droits que Charles VIII avait retirés. Donc, le fait qu'elle se soit battue pour la Bretagne, on peut lui mettre, plus 10 points 15 points. Oh, ouais. Le problème, c'est qu'on les subit encore, du coup. Donc, oui, on met au moins 20 points, parce que sinon, vu la portée qu'a eu cette brave Anne de Bretagne, c'est impossible de ne pas lui mettre moins de 20 points. C'est vrai cette histoire de comme quoi on n'a pas de péage en Bretagne grâce à elle. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est un vrai truc? C'est une légende urbaine, ça date du traité de 1532, elle est morte. On ne met pas dans les points parce que là on n'est pas sûr, faudra vérifier. Tu dis que c'est un traité qui est postérieur à sa mort, c'est ça? Oui, c'est un traité avec François Ier qui théoriquement reconnaît une conservation des privilèges de la principauté de Bretagne rattachée au sein du royaume de France. Mais Anne n'y est pour rien en fait. Bon. Anne, c'est comme toutes les ducs de Bretagne. Son premier problème, c'est pas la France, c'est ses aristos. Ces aristos, ils foutent tout le temps la merde. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, on dit Anne de Bretagne, elle est opposée à la France. Mais quand elle est jeune, elle est surtout opposée à deux autres factions aristocratiques. Elle a une révolte populaire en Basse-Bretagne parce qu'elle a augmenté les impôts, le fouage. Et il y a les rois de France. Donc elle a 4 ennemis contre elle, dont 3 qui sont intérieurs à la Bretagne. Tu m'étonnes qu'elle va chercher Maximilien d'Autriche derrière. C'est des seigneurs, du coup, des hommes qui veulent avoir son poste. Par exemple, il y a les Rohan. Il est marié avec l'une des. Il est marié à l'une. Enfin, sa fille. Enfin, il s'est marié avec l'une des filles du duc. Et en fait, il revendique le trône ducal contre Anne de Bretagne, qui a 11 ans à l'époque, sous le titre de sa femme, en fait. Donc, en fait, c'est que des hommes qui sont contre elle à chaque fois. Alors, ça, c'est pas tout à fait vrai. Une des factions, c'est la faction des d'Albret, qui ne cherche pas à renverser Anne de Bretagne, mais qui veut juste se marier avec elle. Oui, est-ce que... oui, juste. C'est une nuance, tout de même. Bon. C'est la petite nuance, quoi. Parce qu'elle conserve la légitimité. Et ensuite, quand elle est mariée à son premier mari, à Charles VIII, Charles VIII reconnaît des privilèges à la Bretagne, mais en échange, Anne va l'aider aussi à mater les aristocrates bretons pour calmer et pacifier le duché. Parce qu'une partie des aristocrates bretons qui étaient opposés à la montée en puissance de ce qu'on a appelé l'État breton au XVe siècle, ils veulent moins d'impôts en fait. Et ils s'en foutent de qui donne moins d'impôts. Que ce soit un Français, un Anglais, un Kazakh ou un Péruvien, tant qu'ils payent moins d'impôts, ils sont contents. Il n'y a pas de nation en tant que telle en fait. Bon alors on enlève ou on ajoute des points avec tout ça? Mais encore un exemple. Anne de Bretagne finalement, si elle a accepté le mariage, c'est parce qu'elle savait que ça servirait à la Bretagne. C'est tout. Voilà, c'est ça. Bon moi le côté résistance à tous les mecs... Pardon, tu dis quoi? Elle a défendu son duché. Ouais, là on a déjà mis plus 15 pour le fait qu'elle agit pour la Bretagne, on a dit plus 20 les reines de France. 2 fois. Ouais, reine de France 2 fois. Il y a aussi vraiment, je pense qu'on peut mettre des mois Miskina parce que quand elle s'est mariée avec son deuxième mariage à Louis XII, mais je crois que ça a été compliqué, non? Il n'arrivait pas à avoir d'enfants et c'était. Il y a une image très chelou. Qu'elle a pas eu d'enfants. C'est avec Charles VIII qu'elle n'a pas eu d'enfants. Et puis en même temps, bon, quand on est stupide au point de s'éclater la tête contre un linteau de porte à Amboise, voilà quoi. On comprend qu'effectivement tout ne devait pas exactement fonctionner chez le bonhomme. Hein. La motricité, c'était pas trop ça. Généralement, ce qu'on dit, c'est qu'avec Charles VIII, c'était vraiment le mariage de la négociation de l'indépendance de la Bretagne, mais plutôt avec Louis XII, c'était plus une relation amoureuse. Alors que Louis XII, on l'avait dit dans Super Joute Royal. Ils s'entendaient beaucoup, même, ils voyageaient ensemble. Bon, mais là, il va falloir mettre des points. Là, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce qu'on met des points? Parce qu'on elle est que à 35. Hein. Bah, là, pour l'instant, elle perd. Hein. Je pense qu'on peut mettre
Au moins 5 points aussi, parce que sous Louis XII, elle a fait pas mal de trucs hors de Bretagne qui étaient bien. Elle a rénové le château d'Amboise, elle a rénové le château de Blois. Il y avait un linteau qui avait éclaté. Elle se faisait chier. Elle a fait un des trucs, elle a rénové les jardins, elle a payé des chroniqueurs pour raconter l'origine de sa famille, un chroniqueur qui s'appelle Pierre Lebeau. Elle a fait enluminer des manuscrits, dont un manuscrit Vie de femmes célèbres. Donc elle a quand même eu une activité... Christine Pizan Non, pas du tout. Non, non, c'est pas celui-là. C'est un autre. Okay. Elle a aidé beaucoup dans les arts, ouais. On peut lui mettre 5 points pour l'art. Ouais. Ok, moi, Mais quel girl j'allais boss, me celle-là, dire- quand même. Ok, donc 10 points mécène. 5. 10... Les Bretons, faut se réveiller maintenant. Hein. Le communautarisme, j'adore. Ok. Allez, donc 5 points parce que pour mécène. Mais 5 points parce qu'elle a rénové des bâtiments. Et oui, donc j'ai bientôt fini. Alors, ça nous fait donc que là... elle est à 45 points. Alors, public, c'est à vous de décider de la fin de ce vote. Putain, là, ça va Si être chaud. vous êtes Allez. pour enlever 20 points, levez la main. On en a une dizaine, c'est ça 12. Si on est pour enlever 10 points, on a une personne. Si on est pour ajouter 10 points, et si on est pour ajouter 20 points... Oh là 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 là. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, ça nous fait que nous avons une égalité. Mais c'est merveilleux. Attendez. Très chère Fanny, j'espère que tu vas bien et que tu diffuseras à un moment ou à un autre cet enregistrement. Ce petit message est personnel, mais concerne aussi tes invités. Je pense que tu as un problème, ma chère. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais soit tu aimes souffrir, soit tu as une dent contre les Bretons. Je ne sais pas, hein. Je vais m'expliquer bien évidemment, parce que ce serait injuste de ma part de vous laisser comme ça. Je m'explique. Donc en gros, tu m'as choisi quand même des personnages normands ultra badass, genre Guillaume le Conquérant, et rien que lui. Guillaume le Maréchal, voilà. Bon, même si il est à moitié anglais, on sait pas trop quoi, mais il est principalement normand. Ok. Mais c'est quoi ces résidus de fin fond de tiroir que t'as trouvé pour les Bretons, là? Sérieux? Brutus? Jeanne la Flamme? Non mais, franchement, ok, il faut avoir un peu d'empathie pour ceux qui galèrent dans leur vie. Ok, les Bretons ont eu que très récemment accès aux Becherel et du coup ils se sont vite rendus compte que le nom de leur patelin était complètement à la con. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de créer un match aussi déséquilibré? Alors bien évidemment, en toute mauvaise foi qui caractérise ce genre d'émission, vous allez attribuer des points positifs aux Bretons. Ok, il n'y a pas de souci. Et vous allez retirer des points aux Normands. Ok, il n'y a pas de souci. Mais bon, faut quand même reconnaître que les mecs, ils ont un problème. Regarde juste les personnages que t'as choisis, et regarde juste la différence de niveau. Hein? Je veux dire, ok, dans Super Joute Royale, on a mis Charlemagne en tête de la liste. Ok, bon, le mec, honnêtement, il était badass, même si je l'aime pas. Bon, bah, voilà, Guillaume le Conquérant, Guillaume le Maréchal, c'est l'équivalent de Charlemagne. Bon, bah, Brutus, Jeanne la Flamme, ou la Folle, ou je sais pas trop quoi. Bon, bah, c'est Saint-Louis, quoi. Voilà, on croit qu'ils sont bien, et en fait, ils sont tout pourris. Bon, allez, je m'adresse aux autres, sans rancune, les Bretons. Hein, on vous aime bien quand même, on aime bien votre bouffe, et puis, vous nous êtes quand même sympathiques. Hein, c'est un peu comme les cousins un peu chelous qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, C'est ce que nous, on et pense. qu'on n'apprécie pas trop, mais qui quand même, au fond de soi-même, on a un petit peu de sympathie pour vous. Allez, des bisous depuis le Mont-Saint-Michel. Et donc, si j'ai bien compté, eh bien, nous avons donc une égalité. Donc, Le Mont-Saint-Michel. sera autant aux Bretons qu'aux Normands. Donc, je vais juste aller prévenir Jacques Bonneau. Alors, rien à voir avec le chanteur, mais c'est le maire du Mont-Saint-Michel depuis 2020. Je vais donc aller le prévenir qu'il va falloir qu'il laisse sa place. Déjà, une petite réaction à ce classement. Moi, je m'y attendais pas, hein, perso. Mais je m'attendais très largement à ce que Anne de Bretagne l'emporte. Mais finalement,
Si elle arrive déjà au niveau de Guillaume le Conquérant, c'est la classe. Oui. Et ça, franchement, vous pouvez être fiers de vous, les Bretons. Vous avez réussi à défendre votre reine jusqu'au bout. Bravo. Merci énormément donc à mes invités. Je vous prie d'encore les applaudir. On avait donc Albert Lemarque, Audrey Morvan et Hugo Fresnel. J'ai des petites choses à dire enfin. Donc, si vous trouvez qu'on a oublié des personnages importants de l'histoire médiévale bretonne ou normande, eh bien, envoyez-moi vos propositions par les réseaux sociaux ou par mail. Par exemple, Jeanne de Belleville, n'hésitez pas à lui suggérer. Okay. Et qui sait, peut-être que l'année prochaine, on fera un épisode 2, la revanche du retour. Si ce format Super Jeux Royal vous a plu et que vous l'avez découvert aujourd'hui, alors rendez-vous. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que vous avez des dizaines d'épisodes à écouter. Donc, rendez-vous sur mon site passionmédiéviste.fr pour les découvrir, ainsi que tous les épisodes de Passion Médiéviste. Parce que oui, Passion Médiéviste, eh bien, c'est en majorité des épisodes où des jeunes chercheurs et chercheuses viennent parler de leur sujet, en master ou en thèse d'histoire médiévale, de façon accessible, comme mon invité Albert qui est déjà venu, pardon. Ouais. Mais aussi d'autres formats. On a donc les clichés pour déconstruire les idées reçues sur le Moyen-Âge avec une mise en son de talent par mon cher Winston, ou encore le format Hors les murs où je vous immerge par les oreilles dans un lieu où l'histoire médiévale est encore présente aujourd'hui. Je remercie Simon Van Den Dyck pour le générique du format Super Jeux Royal, Guillaume Bureau pour ses introductions de qualité. Merci aux ambassadeurs bretons et normands dans la salle. Je remercie Winston pour le beau visuel de cet épisode et pour être le meilleur amoureux du monde. Et merci à toute l'équipe du Festival Podren pour l'organisation. Et merci encore à vous, cher public, pour vos votes et pour vos sourires. Et je vous dis à bientôt.